Bonjour et bienvenue dans cette formation offerte qui va te donner une initiation au coaching neuro-identitaire. Peut-être parce que tu es déjà coach et que tu as envie d'avoir des apports supplémentaires pour avoir plus d'impact, ou potentiellement parce que tu envisages de devenir coach et que tu te demandes si cette approche est faite pour toi. Dans tous les cas, j'ai à cœur de te transmettre le plus de valeur possible dans cette petite formation. Alors, je te partage le programme et puis je me présenterai rapidement. Ce que j'ai prévu pour toi, c'est un petit mot sur l'évolution du coaching, parce que le marché du coaching a évolué. Les compétences qui sont attendues ont évolué de par l'évolution des neurosciences, de par l'évolution culturelle. On va parler de ça rapidement. Ensuite, je te partagerai ma vision de l'identité et ce que ça implique d'un point de vue changement, d'un point de vue accompagnement. On regardera ensuite ensemble les 5 étapes du coaching neuro-identitaire. Je te les transmets comme je les transmets aux personnes que je forme, parce que je suis sûre que même en les survolant ici rapidement, tu auras déjà des compréhensions que tu n'avais pas auparavant et qui vont t'aider dans tes accompagnements, dans tes futurs accompagnements. Et enfin, je te présenterai rapidement la certification coaching neuro-identitaire si tu te dis que potentiellement c'est quelque chose que tu aimerais t'offrir. Alors, petit mot sur moi. Donc, j'ai un master en psychologie avec une spécialisation en neurosciences. Mon nom, c'est Audrey Simon-Ribes. J'ai accompagné pendant plus de 15 ans des personnes en entreprise, en conduite du changement, dans des changements stratégiques, dans des changements plutôt axés sur les processus. Et j'ai toujours eu à cœur, et je sais que c'est dans ma mission de vie aujourd'hui, de comprendre l'humain de manière toujours plus fine pour pouvoir le transmettre parce que c'est quelque chose, j'en suis persuadée, qui aide vers une vie plus alignée et vers un monde meilleur. Et cette transmission, je la je l'effectue depuis plusieurs années maintenant au sein de l'école de coaching neuro-identitaire. Alors, petit mot, comme je t'ai promis, sur l'évolution du coaching. Alors, ce qui a changé, c'est que on a évolué culturellement en premier lieu. Le coaching, je te rappelle, il a été créé à la base en milieu sportif. Il a été créé pour des personnes qui avaient à cœur d'atteindre un objectif et qui étaient prêtes à tout sacrifier pour atteindre cet objectif. À sacrifier provisoirement, potentiellement, leur vie de famille, à sacrifier d'autres choses, des amitiés, et cetera. En tout cas, la plupart des choses étaient focalisées sur atteindre leur objectif de performance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce type de culture. On est dans une culture où on sent bien qu'il y a un besoin d'alignement, d'équilibre entre les différentes choses qu'on vit. Ce qui veut dire que sacrifier tout le reste pour atteindre une seule chose, faire preuve de discipline pour atteindre ça, c'est plus toujours à l'ordre du jour et on sent bien que la plupart des personnes, malgré l'envie d'aller quelque part, vont se sentir freinées, tirées en arrière par toute une série de choses. Et cette notion d'équilibre qui est culturelle aujourd'hui est déjà super importante. On sent déjà que le coaching tel qu'il a existé jusque-là est peut-être moins l'outil le plus approprié là-dessus. La deuxième chose, c'est que les neurosciences ont évolué. Et là où avant on mettait tout sur la discipline, sur le mindset, on sait aujourd'hui que notre cerveau est très mauvais pour la discipline. En réalité, on peut en mobiliser une certaine partie, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que on ne peut mobiliser de la discipline que dans un à deux domaines en même temps, sur des choses restreintes. Or, quand j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, ça me demande de la discipline. Ça me demande peut-être de gérer mes frustrations davantage. Si j'ai des conflits dans le milieu professionnel, ça me demande de prendre sur moi. Si j'ai une charge mentale qui est énorme, ça me demande de la discipline aussi pour gérer ça. Ce qui veut dire qu'il en reste très peu pour atteindre les changements dont on rêve. Donc, la discipline, si un peu de discipline est nécessaire, ce n'est plus la réponse et il a fallu chercher évidemment d'autres moyens de faire bouger les choses dans le bon sens pour plus d'alignement sans compter uniquement sur ces disciplines. Et c'est de là aussi que vient le coaching neuro-identitaire. En plus de ça, le coaching neuro-identitaire, il veut dépasser certaines limites du coaching classique. J'ai des échanges au quotidien avec des coachs qui me disent, mais en fait, dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais j'ai quand même pas mal de clients où on tourne en rond, où ce qui bloque n'est pas clair. J'arrive pas à les emmener plus loin. Ou bien d'autres qui vont me dire, mais mon client a conscientisé, il a bien vu ce qu'il y avait, mais il n'arrive pas à le dépasser.
Et donc je ne sais pas comment l'emmener là, je ne sais pas comment l'aider là-dessus. Ou encore, en fait, ça s'est globalement bien passé durant les séances, il était content, mais quand je le recontacte un petit peu après ou quand il revient, finalement, il est revenu en arrière et il n'a même pas de réaction du tout entre-temps. Et ça, évidemment, c'est un problème parce que ça crée chez le coach le fameux syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, avant toute chose, il est lié à la difficulté à mobiliser les compétences dont on a besoin pour amener les personnes vers le changement, et puis aussi à certaines croyances personnelles qui, elles aussi, peuvent être libérées, je vous rassure. Alors, suite à cette petite introduction sur le marché du coaching, je vais te parler de l'identité. L'identité, avant même de l'aborder, on va revenir à quelque chose de central. Dans notre cerveau, on a des besoins de base. C'est être aimé, être valorisé, être entouré. Pourquoi? Parce que ces trois premiers besoins vont répondre à un besoin encore plus fondamental de se sentir en sécurité, sécurité physique, mais aussi sécurité affective, ce qui est nourri par le fait d'être aimé, valorisé, entouré. Et tout ça répond à un besoin encore plus profond qui est le besoin de survivre. 100% des décisions conscientes ou inconscientes qu'on prend au quotidien vont répondre à ces besoins de base. La plupart du temps, c'est simplement qu'on ne le voit pas et c'est ça qui vient nous bloquer. Alors, ces besoins de base, il y a deux choses qui peuvent se passer. Alors, potentiellement, il y a toujours dans notre enfance des moments où on sent qu'ils ne sont pas nourris. Et donc, on va essayer de développer des stratégies qui vont nous protéger, qui vont nous inviter à nourrir ces besoins-là. Imaginons que quand j'étais petite, on me disait ah, là, tu es gentil, et dans ces cas-là, on me donnait de l'attention. Ou dans ces cas-là, j'avais l'impression de recevoir de l'amour. Potentiellement, je vais avoir développé cette facette gentille que je vais mettre en avant et peut-être trop en avant dans certains cas parce que potentiellement, je vais être trop gentille dans certains cas. L'autre chose, c'est que même en étant gentille, même en mettant certaines facettes en avant, peut-être que ça ne suffit pas à remplir mes besoins d'amour, de valorisation, de sécurité affective. Et dans ces cas-là, quand ils ne sont pas remplis, je vais développer d'autres stratégies de protection pour aller justement éviter de ressentir la douleur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on va révéler certaines parts de nous, on va en étouffer d'autres et on va potentiellement se dissocier aussi ou rentrer dans une hypersensibilité. Donc, toutes ces choses-là sont des stratégies de protection qui servent à nourrir nos besoins ou à nous éviter la douleur quand ils ne sont pas nourris. Donc, on va révéler des parts de nous qui nous semblent lumineuses et en étouffer d'autres qui nous semblent plutôt sombres. L'identité, j'y arrive maintenant, c'est une photo à un instant T de ces parts qui sont révélées pour certaines, étouffées pour d'autres. Et quand on bloque sur quelque chose, c'est parce que une part de nous qui a été étouffée aurait bien besoin de revenir à minima à la surface. Alors, le coaching neuro-identitaire, eh bien, il va faire exactement ça. Pourquoi je parle de coaching? Parce qu'on est quand même sur des choses très profondes. On va travailler sur des questions profondes, des choses vraiment qui se sont créées durant notre enfance. Je parle de coaching plutôt de thérapie parce que pour moi, on a quand même toujours, même si on touche à des choses de l'enfance, ce focus de comment je peux changer les choses aujourd'hui pour avancer vers un futur qui me correspond mieux. Et ça, c'est la définition même du coaching. Pourquoi neuro? Parce que, comme je vous l'ai dit, la discipline, ça ne fonctionne pas ou pas suffisamment. Et donc, on va essayer de trouver des techniques en respectant le fonctionnement naturel du cerveau et identitaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, le blocage, sortir du blocage, ça passe par une évolution de l'identité en réincorporant des parts de soi. Le gros avantage, c'est que plus on travaille en profondeur, on va rentrer par un symptôme, un problème, un blocage, mais on va en résoudre beaucoup d'autres en allant débloquer celui-là parce que ça va rejaillir sur tous les domaines de vie. Je rentre à présent dans le vif du sujet et je te donne les étapes indispensables pour libérer les croyances profondes, les étapes que je partage dans le coaching neuro-identitaire. Alors, je les ai modélisés sous le modèle RAISE. RAISE, ça veut dire s'élever. Alors, ça ne veut pas dire devenir la meilleure version de soi-même, parce que je suis persuadée qu'on l'est déjà à chaque instant et que c'est simplement, à chaque challenge, on va aller chercher une version qui correspond mieux à ce challenge-là et qui sera à ce moment-là la meilleure version de nous-mêmes. Donc, RAISE, s'élever, et on va passer à travers chacune de ces lettres, ce sont ces 5 étapes-là, à travers lesquelles je vais vous guider.
La première, le R, c'est la recherche de la porte d'entrée vers les croyances profondes. Alors pour ça, il faut comprendre comment sont stockées nos croyances. Quand on vit quelque chose qui est émotionnel, quand on est petit et que c'est pas très agréable, eh bien il y a deux choses qui se passent. Il y a notre hippocampe, c'est le siège de notre mémoire à long terme, qui va stocker les faits et les perceptions. Imaginons que tout d'un coup, je me fais disputer parce que j'ai été trop virulente, j'ai fait trop de bruit, etc. Je vais potentiellement retenir les faits de, bah oui, je me souviens, j'avais été disputée à ce moment-là. Par contre, je vais mettre dans l'inconscient la perception de quand je fais trop de bruit, on m'aime moins. C'est un exemple. La deuxième chose qui se passe, c'est que ça me crée beaucoup d'émotions, le fait que je me sens moins aimée. Et ce contenu émotionnel, il va être stocké dans l'amygdale, qui sont deux petites zones. En réalité, on dit l'amygdale, ce sont deux petites zones dans le cerveau au niveau limbique et qui vont stocker ce contenu émotionnel de nos souvenirs. Et évidemment, on n'a pas envie de revivre ça. Et donc, que fait notre cerveau? Il va stocker le souvenir de ces deux choses, de ce contenu émotionnel et de ces perceptions, et il va créer des peurs, c'est-à-dire pour des alertes qui vont nous empêcher, nous éviter de revivre la douleur. Et donc, par moment, quand j'aurais envie de faire du bruit, de m'exposer, par exemple, je pourrais ressentir de la peur parce que dans mon inconscient, il y a cette perception qui s'est stockée quand je fais du bruit, quand je m'expose, on m'aime moins. Voilà pour vous donner un petit exemple là-dessus. De quoi on a besoin du coup pour retrouver, pour aller chercher cette porte d'entrée? Bien, c'est une stratégie pour chercher au bon endroit. Pourquoi? Parce que des croyances, on en a je n'ai même pas de nombre, tellement on en a. Et la plupart, on en a besoin. On a besoin de ces croyances. D'ailleurs, celle-là aussi, elle nous sert encore. On va le voir juste après. On a besoin d'une stratégie pour trouver la croyance qui bloque le problème qu'on a aujourd'hui, qui crée le problème qu'on a aujourd'hui, le blocage, ce qui nous empêche d'avancer vers l'étape suivante. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend de pouvoir aller chercher exactement, directement au bon endroit, la bonne porte d'entrée. Et c'est quelque chose que j'enseigne en coaching neuro-identitaire. Première étape, donc une fois qu'on a cette porte d'entrée, cette peur qui est là, hein, qui va s'exprimer, c'est la peur qui sert de porte d'entrée en réalité, on va aller creuser pour révéler l'avantage profond. Pourquoi l'avantage profond? Parce que, je reviens un cran en arrière, parce que notre cerveau, s'il maintient une croyance, c'est qu'il en a encore besoin, c'est qu'elle lui apporte un avantage. Donc quand on dit: «Ah, une croyance aidante est devenue limitante», non, non, elle est toujours aidante aujourd'hui. Notre cerveau la maintient parce que c'est même pas un bénéfice secondaire, c'est un bénéfice primaire. C'est ce qui lui importe le plus aujourd'hui. Et donc, on va avoir besoin d'aller voir cet avantage et de le comprendre et donc de creuser en profondeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre cerveau, on a des neurones qui se relient entre eux et qui forment justement des concepts. Et les croyances sont des concepts. Et donc, on va avoir différents concepts qui vont se relier, différentes croyances qui vont être liées les unes aux autres. Et je vous l'ai mis ici un petit peu sur le côté, de cette diapo en mode couche. C'est pas réellement des couches, hein, c'est pas représenté comme ça dans notre cerveau, mais c'est un peu comme ça qu'on peut le visualiser. C'est en fait, quand on a une croyance, qu'on l'a vue, on sait qu'on croit ça et qu'on n'arrive pas à la libérer, c'est parce qu'il y a d'autres croyances inconscientes qui viennent maintenir en dessous celle-là et cette croyance ne sert qu'à protéger les autres. Évidemment, ce sont les autres qui vont nous intéresser si on veut vraiment faire bouger la personne. Alors, pour moi, il y a 3 types de croyances. C'est une pyramide que j'ai construite et que je vais vous expliquer sur base de ce que j'observe et sur base de ma connaissance des neurosciences. Il y a des croyances ce que j'appelle en conscience, c'est ces fameuses croyances de camouflage qui vont cacher les autres. On a des croyances que j'appelle identitaires. Ce sont des croyances qui se créent lors d'un moment émotionnel particulièrement fort dans l'enfance ou une période courte, en tout cas. C'est je vis quelque chose, je crée une perception et c'est la seule fois où ça apparaît. Ensuite, alors la bonne nouvelle déjà, je vais la donner, c'est que ces croyances-là, elles peuvent se libérer même en une seule séance, même si elles sont très, très fortes, même si elles datent d'il y a 20, 30, 40, 50 ans. Ces croyances se libèrent très, très facilement pour peu qu'on sache où aller chercher.
Maintenant, il y a d'autres croyances qui se créent. C'est un vécu émotionnel qui va être répété. Ça peut être subtil ou pas. Ça peut être vraiment des gros traumas ou ça peut être des petites allusions subtiles sur ces fameuses croyances identitaires cœur. Par exemple, ça peut même être très positif de la part des parents. Ils sont très très occupés, mais quand on vient avec des bonnes notes de l'école, faites «Ah mais bravo ma chérie, c'est magnifique». Donc je prends là les parents les plus bienveillants que je peux imaginer. On sait tous qu'on n'a pas toujours, tout le monde n'a pas toujours accès a eu accès à ce type de parents. Mais même dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que potentiellement la perception va se créer de «Ah, on me donne de l'attention, donc on m'aime quand j'ai des bonnes notes». Donc on va développer quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre d'une stratégie de protection, comme j'en parlais au début, et qui va être de: «Je vais pousser le niveau toujours plus haut parce que plus je pousse, plus on m'aime». Dans ces cas-là, on va pas pouvoir le libérer en une fois. Il va falloir le déprogrammer. Par contre, souvent, on pousse à déprogrammer sur les croyances qui sont en conscience, alors que si on voit le fond du fond et qu'on comprend exactement au quotidien comment je peux déprogrammer ça, ça peut aller très, très vite et on peut avoir des résultats, très, très rapidement après la séance de coaching, directement applicables à la vie du quotidien. Alors, je vais donner des exemples évidemment pour que vous compreniez mieux aussi. Imaginons que quelqu'un vienne avec le symptôme: «Je suis épuisé, j'ai l'impression de jamais prendre de temps pour moi, j'ai même plus le temps de créer des relations, je suis tout le temps en train de tout faire pour les autres» et cetera. Et on va aller voir ce qui se joue en dessous et dans les croyances de camouflage, la personne va très vite dire: «Oui, mais bon, pour moi, dans la vie, il n'y a pas de place, pour l'amusement, il faut être responsable, il faut s'occuper de tout le monde, c'est comme ça» et cetera. Et elle voit bien cette croyance et elle voit bien que cette croyance ne lui sert pas, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à s'en libérer et à changer cette fameuse croyance. Et là, en l'occurrence, je prends l'exemple d'un coaching que j'ai eu, il y avait une vraie raison. En réalité, elle avait jamais fait le lien, mais quand elle avait 10 ans, sa sœur a failli mourir noyée dans une piscine et ses parents ont eu tellement peur, tellement de stress qu'ils ont figé. C'est une réaction de notre système nerveux malheureusement et c'est elle qui a sauvé sa sœur. Et ce qu'elle a enregistré à ce moment-là, c'est: «Si je ne gère pas pour tout le monde, les gens meurent». Le simple fait de relier cet événement-là à ce qui se joue au-dessus, en fait, suffit pour le cerveau pour comprendre: «OK, mais là, quand je suis dans des situations où je suis en train de tout faire pour les autres, on n'est pas dans des situations de survie» et il va lâcher la pression, la tension qu'il se mettait à toujours, être dans ces comportements-là et à maintenir cette croyance: «Il faut être responsable, il y a pas de place pour l'amusement». Donc vous voyez que ça peut être assez rapide en allant toucher ça. Deuxième exemple, pour vous montrer des croyances identitaires cœur, là on est dans une personne qui a une estime de soi assez faible, un sentiment de solitude, qui a du mal à accepter l'aide des autres, qui va être en résistance par rapport à ça, et ça commence à lui peser. Et on va très vite trouver cette première croyance en questionnant: dans la vie, il ne faut pas prendre trop de place. Et en réalité, qu'est-ce qui se joue? C'était quelqu'un dont la mère avait été malade et le père avait dû gérer un enfant en bas âge, un plus jeune frère, et cette petite fille avait dû se faire discrète, gérer les choses, ne pas prendre trop de place, rester un peu cachée parce qu'on ne peut pas crier pour ne pas réveiller le bébé ou pour ne pas réveiller maman qui est malade. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a développé cette stratégie de protection, c'est: «On m'aime quand je suis discrète, quand je me débrouille seule» et elle a transposé ça dans sa vie du quotidien aujourd'hui. Le fait de voir à quoi c'est lié permet aussi de déprogrammer beaucoup plus facilement et de se rendre compte qu'aujourd'hui, on l'aime plutôt quand elle est là, aussi, quand elle prend aussi soin d'elle. Alors, les besoins du coach dans cette situation, c'est descendre vers ses croyances profondes, c'est quelque chose qui est très, très subtil. Ça demande d'éviter d'entrer en résonance inconsciemment. Parce que forcément, quand on vient toucher aux besoins de base que je vous ai remis ici, on a ces mêmes besoins de base. Donc dès qu'on va descendre, notre inconscient va réagir en disant: «Attends, attends, stop,
on s'arrête, on ne va pas là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une posture et d'une conscience de ce qui se joue en nous beaucoup plus fine que celle du coach classique. Et donc ça va demander au coach de vivre son propre chemin de conscientisation de ses croyances profondes. Et plus il va avancer là-dessus, plus il va avoir accès à cette intuition qui sera une intuition saine et pas des projections qu'il pourrait avoir inconsciemment. Troisième étape, donc dans ces cas-là, juste pour vous dire, après ces 2 premières étapes, si la personne, c'était une croyance identitaire, c'est-à-dire qui peut être libérée en une fois, ça peut déjà être fait à ce moment-là. Si c'est une stratégie de protection, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Troisième étape, l'implication. On va guider vers le point de non-retour. C'est-à-dire que la personne, potentiellement, elle a compris l'avantage qu'apportait la croyance, mais elle n'est pas encore sûre à 100% de vouloir y aller. Parce que quelque part, ça lui apporte quand même un avantage et donc la bascule, c'est pas encore faite chez elle. Et dans ces cas-là, il y a quelque chose de magique que fait notre cerveau, c'est qu'il va nous envoyer un fantasme. Un fantasme, ça ressemble à quoi dans ce cadre-ci? C'est l'idée que potentiellement, je pourrais garder l'avantage que j'ai aujourd'hui, par exemple, de ne pas trop me rendre visible, et qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va changer. Ça peut être, dans le cas d'un entrepreneur, une clé magique qui tout d'un coup va tomber du ciel et va faire que je vais pouvoir vendre et vivre de ce que j'aime sans me montrer. Ça peut être dans le cadre, de l'entreprise, par exemple, quelqu'un qui, ne supporte plus son manager depuis des années, mais a trop peur de quitter son job, de devoir se reprouver ailleurs et cetera, va espérer que le manager change. Et donc, le fantasme va se créer de oui, mais bon, j'ai vu des petits changements chez lui, il a suivi une formation, ça s'améliore, il y a des choses qui bougent. Ça, c'est ce fantasme-là, en réalité, tant qu'on le garde, on ne bouge pas. Ce qui veut dire que si la personne veut vraiment avancer dans sa vie, il va falloir quelque part tuer le fantasme. Et j'utilise un mot volontairement violent ici. Ça ne veut pas dire qu'on est violent dans la manière de le faire. Et justement, c'est très très important de trouver la posture et la formulation juste pour que la personne conscientise elle-même à quel point c'est un fantasme et qu'elle décide elle-même de le tuer. Et là, évidemment, ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont être plutôt rentre dedans et le risque, c'est que toutes les protections du cerveau se lèvent et que la personne entre en résistance, ou d'autres qui vont peut-être être trop gentilles. Et là, le risque, évidemment, c'est que la personne reste avec son fantasme. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, cette manière de faire. Quatrième étape, le switch. Le switch, c'est le seul mot anglais que j'utilise, c'est vraiment cette notion d'interrupteur, de tout d'un coup, ça bascule. C'est vraiment ce moment de bascule qui fait qu'on passe dans un changement définitif. Notre petite bascule interne dont je parlais, évidemment, l'objectif à atteindre doit devenir plus désirable que l'avantage conscientisé. Et pour ça, eh bien, il y a toute une série d'outils aussi que je transmets en coaching neuroidentitaire pour aider à créer cette bascule. Et ici, je veux déjà te donner une compréhension qui va te fournir quelque part un outil déjà. C'est que notre cerveau, il fait une erreur. C'est-à-dire que quand on vit un trauma, une difficulté, un événement qui est inconfortable émotionnellement dans notre enfance, en réalité, notre cerveau, il n'est pas encore complètement construit. Il n'est mature qu'entre 20 et 25 ans émotionnellement. Ce qui veut dire que toute cette partie néocortex, elle n'est pas encore vraiment présente, elle n'est pas développée. Or, c'est celle qui permet de prendre du recul, de vraiment sortir de l'émotion pour réévaluer la situation différemment. Et quand on est enfant, on n'a pas cette capacité, ce qui veut dire qu'on se prend tout en émotionnel directement. Le problème, c'est que notre cerveau, il pense que parce qu'on n'a pas su gérer cette situation enfant, on ne peut pas la gérer aujourd'hui en tant qu'adulte. Il n'a pas compris qu'on avait évolué et donc il va vouloir nous surprotéger de la douleur émotionnelle qu'on pourrait ressentir. Et donc il va toujours se dire, attention, là, on risque de ta mémoire, tu vas pas pouvoir le vivre, tu vas en mourir. C'est ça qui nous envoie inconsciemment. Alors qu'en réalité, potentiellement, on est tout à fait capable de le gérer émotionnellement aujourd'hui. Et ça aussi, ça s'apprend si on n'a pas développé ces capacités-là. Dernière étape, l'enracinement.
L'enracinement, c'est vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est que les choses s'ancrent dans la vie quotidienne. C'est pour ça que quand je parle de déprogrammation, je ne suis pas dans des aspects de PNL, par exemple, où on va déprogrammer en séance. Soit on libère en séance, soit on va donner toutes les clés, parce que la meilleure déprogrammation, c'est dans la vie quotidienne. Et ce qu'on va faire en tant que coach neuro-identitaire, c'est faciliter le chemin pour que la personne puisse déprogrammer par elle-même, parce que ça lui redonne du pouvoir dans sa vie, ça lui redonne les choses. Et généralement, ça va extrêmement vite une fois qu'elle est passée par ces étapes-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein, reprogrammer d'un point de vue neurosciences? Parce que c'est important de bien comprendre aussi. C'est, je vous ai dit, les neurones s'associent les uns aux autres. En fait, ils créent des chemins neuronaux. Et pendant tout un moment, quand on a une croyance, quand on a développé une stratégie de protection, on va toujours utiliser le même chemin. On n'a pas accès à autre chose. Mais quand on va travailler et qu'on va mettre de la conscience sur ce qui se joue, tout d'un coup, c'est comme si on s'ouvrait la possibilité de créer un autre chemin. Alors bien sûr, le premier, on l'a emprunté tellement souvent, c'est une autoroute. Le deuxième, il est en friche, mais aujourd'hui, il est ouvert. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, à chaque fois, avec des micro-décisions, en mettant de la conscience, emprunter ce nouveau chemin de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, beaucoup plus aisée. Et c'est pour ça qu'il va y avoir autant de changements si visibles dans la vie quotidienne. Voilà, ça c'est pour les 5 étapes. Alors je te l'avais promis dans le programme, je vais te toucher un petit mot, sur la certification en coaching neuro-identitaire parce que c'est vraiment, une de mes formations de cœur, celle où, je vois des personnes non seulement développer des compétences à une vitesse extraordinaire, mais aussi vivre leur propre transformation et je suis, des années après, je suis encore en contact avec, presque toutes les personnes qui ont suivi cette formation et c'est magnifique de voir à quel point elles ont évolué à ce moment-là et elles continuent dans leur chemin de vie à évoluer parce qu'elles ont toutes les clés pour le faire. Alors, un petit détail, une petite précision, qui n'est pas un détail, avant de donner les infos sur la certification, c'est que le coaching neuro-identitaire, il s'applique à tous les domaines. C'est-à-dire que c'est la même approche qu'on soit dans du coaching de vie, coaching business, scolaire, sportif. Pourquoi? Parce que quand on va chercher en profondeur, le côté, est-ce que ça s'exprime dans mes relations? Est-ce que ça s'exprime dans mon professionnel, dans le scolaire ou dans ma performance sportive? Ce n'est que du symptôme, c'est ce qui se joue à la surface, ce qui s'exprime à la surface. Mais ce qui se joue en profondeur, c'est ça qui va aller le débloquer. Et ça, c'est la même chose, quel que soit le domaine. Donc, une approche pour tous ces domaines de vie. Et donc, ça n'oblige pas à choisir à la base dans quel domaine je veux travailler et à acquérir des approches différentes pour chacun de ces domaines. La certification en coaching neuro-identitaire. Donc, c'est une approche que j'enseigne uniquement en présentiel. C'est un vrai choix dans des groupes de maximum 8 participants parce que c'est un trajet de développement personnel également, en plus de développement des compétences. Il y a 4 jours consécutifs pour acquérir les compétences de coaching neuro-identitaire. Et souvent, on me dit, mais 4 jours, tu es sûr, c'est vraiment court. Vous allez voir pourquoi c'est possible après, parce que je vais vous donner les autres parties de la formation. 4 jours, je vous assure que les personnes ont tout en main pour démarrer. Et j'ai des personnes qui n'avaient jamais coaché de leur vie et qui, à la sortie, ont décidé d'y aller et de tester et qui ont eu un impact incroyable dès leur première séance. Il y a, je vous disais, c'est oui, 4 jours, c'est court, mais en même temps, je vous offre un accès à vie, à de la pratique, à de la supervision et à du déblocage. Je vous explique. En réalité, ces parties-là, elles sont en ligne et il y a 3 sessions organisées chaque mois. C'est vous qui décidez, du nombre de fois où vous voulez venir, de la durée, et cetera, mais les portes restent ouvertes à vie. Il y a l'occasion de pratiquer sur des pairs ou avec des cas que je joue pour vous emmener encore plus loin. Ça c'est une fois par mois. Il y a de la supervision, une deuxième fois par mois, où on peut vérifier des coachings qui ont été enregistrés avec l'accord du client ou bien simplement poser des cas pour aller plus loin. Et la troisième session par mois, c'est du déblocage de croyances limitantes. C'est pour vous, coach neuro-identitaire, à titre personnel, parce que vous allez avoir les clés, mais on a toujours nos petits 10% d'angle mort, et ça permet en 15-20 minutes de venir débloquer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre vie
et pour lesquels vous n'arrivez pas à mettre de la conscience dessus. Ces ateliers-là se font en petits groupes aussi, en ligne et sont très, très agréables à vivre systématiquement. En plus de ça, il y a quand même 2 journées en plus en présentiel à prévoir. Ce sont des journées immersives où là, vous êtes dans un cocon, vous êtes logé, vous êtes nourri, tout est prévu pour vous, il y a juste à poser vos valises. Pourquoi? Parce que c'est une immersion transformationnelle. Le but là, c'est d'aller libérer vos propres schémas, vos propres conditionnements, vos propres traumas, tout ce qui vous ennuie aujourd'hui et qui est prêt à se libérer. Cet espace est ouvert pour vous et on va travailler avec de la symbolique, avec la tête, avec le corps, avec, tout ce qu'on peut mobiliser. C'est un vrai trajet. Systématiquement, il y a un avant, après. Vous voyez que le lieu est magnifique aussi pour nous accueillir et ça fait vraiment partie intégrante de votre trajet de transformation. En plus de ça, il y a 2 bonus. Le premier, c'est que vous accédez à vie également à une communauté entrepreneuriale si vous décidez, de vous lancer ou si vous êtes déjà lancé en tant qu'entrepreneur pour vous aider à développer votre activité. C'est un groupe Facebook où il y a des ateliers qui peuvent être organisés à la demande, où il y a aussi Sébastien Dourte qui est un coach business qui a accompagné des dizaines et des dizaines de personnes qui développaient un business d'accompagnement et vous pouvez réserver une fois par mois votre petite session avec lui pour lancer votre business, pour poser vos questions, pour être coaché, challengé, parce qu'il est aussi coach neuro-identitaire sur le développement de votre business. Ensuite, la deuxième chose et qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est que chaque année, pardon, en décembre, j'organise 2 journées offertes pour la communauté. Ce sont des journées où tu es invité chaque année et tu as l'opportunité de revoir ton groupe, découvrir les autres personnes de la communauté des coachs neuro-identitaires et de vivre pendant 2 jours des ateliers avec de nouveaux outils, avec des mises à jour, avec tout ça et ça t'est offert chaque année si tu le souhaites. Ce sont des moments magiques de développement personnel, où il y a parfois l'opportunité de développer aussi, son entreprise pour ceux qui le souhaitent. Il y a l'opportunité de découvrir des nouvelles approches, des nouvelles techniques et surtout de connecter avec des gens qui ont des valeurs similaires aux tiennes. Voilà, pour cette formation, avec tout ce que je t'ai décrit, parce que je ne vais pas te cacher le prix, c'est 4 600 €. C'est le prix pour l'année 2025 et je sais que c'est un tarif qui peut être parfois compliqué à sortir en une fois. Donc, il y a la possibilité d'avoir un plan de paiement sans frais jusqu'à 12 mensualités. Simplement, on en discute et on voit ce qui est le mieux pour toi. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Si c'est le cas, vraiment, ou si tu te poses des questions, si tu te demandes si c'est pour toi, n'hésite surtout pas à prendre un rendez-vous. Ces rendez-vous sont systématiquement avec moi. On va discuter de ton projet, de ce que tu veux obtenir, de ce que la formation peut t'apporter. Et puis, je vais répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir. C'est vraiment le but, que tu puisses décider en conscience si cette formation est faite pour toi, si tu as envie de la rejoindre ou pas. Il y aura pas de pression. C'est vraiment un échange de qualité où, déjà là, tu peux ressortir peut-être avec certaines compréhensions aussi intéressantes pour toi. Donc si tu envisages de rejoindre cette formation, n'hésite pas à prendre rendez-vous et je me réjouis de t'accueillir et d'avoir cet échange avec toi. Voilà, c'est ce que je souhaitais te partager dans cette petite formation. J'espère que tu as pu acquérir déjà des notions que tu ne connaissais pas, que ça a pu t'apporter de la valeur. Tu vas également recevoir certains mails par la suite. Tu peux toujours t'en désabonner, c'est pas le but de te spammer, mais à chaque fois que j'envoie un mail, j'essaye de mettre de la valeur dedans, des astuces en plus en neurosciences et donc j'espère que tu les apprécieras. Peut-être à bientôt.